tukiamuka tutajenga kwetu, ila tukilala tutachekelewa. Twaomba msaada kwa viongozi wetu tuliowachagua nchi kuiongoza, na Ulaya wanaweza tupa heshima kama tukijenga tulipotokea, sio kutesa mjane maskini yatima. Ewa Kongo yetu waitoendelea. Téléspectateurs, amis de Twamshane TV, je vous dis bonjour de partout où vous nous suivez. De là où vous nous suivez, vous savez, moi c'est Joseph Kabouya devant la caméra. Derrière la caméra, c'est Sylvestre Bissimois. Aujourd'hui, Twamshane TV vous amène faire une grande balade. Une grande balade où nous allons découvrir la nourriture préférée des habitants de Sud Kivu et de Bukavu en particulier. La nourriture préférée des habitants de Bukavu, c'est les sambaza. Sambaza, c'est une pièce qu'on ne trouve nulle part au monde, qui est dans les lacs Kivu, ici à Bukavu. Et pour parler du sambaza, nous sommes aujourd'hui ici au marché Beach Mwanzi, dans son côté pêche, dans son côté réservé à la pêche qu'on va nous dire qui vient d'ailleurs, qui n'est pas vraiment bien organisée ici, parce que la pêche a été détruite ici. Les sambaza ici appelés les liminotrissa miodo, ici au lac Kivu a été introduit depuis les années de l'indépendance, depuis les années avant l'indépendance, et on va nous raconter l'histoire du sambaza ici dans le lac Kivu. Vous savez, quand on a quitté Bukavu, quand de partout où on se trouve, on est nostalgique du sambaza de Bukavu. Aujourd'hui, on va nous dire le sambaza du Kivu, pas du Bukavu, je m'excuse. Le sambaza du Kivu, on va nous dire d'où il vient, on va nous dire comment est pêché ce sambaza et qu'est-ce qui est prévu pour que ce sambaza qu'on puisse encore l'avoir dans les jours à venir dans le lac Kivu. Le sambaza du lac Kivu a une grande histoire. Pourquoi je dis que le sambaza du Grand Kivu a une grande histoire? Le sambaza du Grand Kivu a une longue histoire parce que c'est un sambaza qui a été introduit ici il y a très longtemps et c'est un sambaza qu'on doit essayer de sauvegarder ici parce que si nous pratiquons des pêches illicites, on va nous le dire tantôt, avec les coordonnateurs ici de la pêche ici à la pêcherie de Beach Mwanzi ici à Bukavu, nous allons aller à la rencontre du coordonnateur de l'organisation des pêcheurs d'ici à Bukavu. L'organisation en soi s'appelle Kopelaki. Nous allons aller à la rencontre du coordonnateur du Kopelaki qui est M. Karaché, un produit de l'ISP Bukavu. Il va nous parler de l'ISP Bukavu parce qu'il a aussi fait une thèse. Son travail de fin de cycle à l'ISP Bukavu consistait à la pêche au lac Kivu, à Luminotrissa, l'introduction de la pêche au lac Kivu. Il va nous raconter l'histoire de la pêche de 1800 en 2007 à 2007. De 1800 à 2007, on va nous parler de l'histoire de la pêche. Chers amis de Twamshane TV, comme je l'ai dit toujours, la télévision et la radio c'est différent. J'ai beau trop parler, mais si tout ce que j'ai dit ne peut pas être visible, donc je n'aurai rien fait. C'est pourquoi je vous prie, comme je l'ai toujours fait, de vous caler bien dans vos fauteuils parce que nous allons faire une très bonne balade. Nous allons aller à la rencontre d'une très bonne personne qui va nous parler du sambaza, Liminotrissa miodo, du lac Kivu. Chers amis de Twamshane TV, allons-y, commencer et voir comment arrive le sambaza ici, comment il est vendu ici et comment on fait pour préserver le sambaza du lac Kivu. Allez, on y va. Oui, moi c'est Kashinze Baligana Donatien Soleil. Les autres m'appellent Toashi. Je suis coordinateur de la Kopelaki, Corporation des pêcheurs du lac Kivu. En même temps, vice-président de la plateforme des organisations des pêcheurs du lac Kivu. J'ai initié la création de deux sociétés, la Sopeki et la Soproki. Donc, Société de pêche du Kivu et Société professionnelle du Kivu. Je suis l'initiateur et créateur de ces marchés de produits du lac Kivu, ici au site Kivu. Et vous pouvez nous dire où est situé Sopelaki et Kopelaki ça se situe où? Bon, au fait, je suis où j'ai créé plusieurs organisations conformément à la chaîne de valeur du secteur pêche. Puisque moi je suis fils d'un pêcheur de mon état, mais j'ai eu la chance d'étudier puisque mon père a bataille pour que je puisse aller à l'école. Alors, quand j'ai fait l'étude du secteur de la pêche, j'ai compris que ce secteur a une chaîne de valeur importante. Et à chaque étape, il faudrait que je puisse créer une organisation qui s'assure de cette tâche exclusive. C'est ainsi que, pour commencer ce travail, j'ai commencé d'abord par l'exploitation. Quand je parle de l'exploitation, je vois les pêcheurs qui doivent pêcher toute la nuit. Et je vis qu'il ne serait pas possible qu'ils travaillent la journée et la nuit. Au deuxième stade,
je me suis dit, je dois créer une autre organisation. Et j'ai créé l'organisation qui devra se charger de l'achat et du transport des produits du lac. À ce stade, nous avions une organisation qui s'appelle Akalaki, Association des Kaleremba du lac Kivu. Ils avaient comme mission de ramasser, d'acheter tous les produits au niveau du lac et les ramener au marché. Quand nous sommes arrivés au troisième étape, il faudrait créer une plateforme qui devra fédérer tous les pêcheurs afin que leurs aspirations, leurs problèmes soient bien canalisés. À ce stade, nous avions créé une plateforme qui a réuni toute la mosaïque des associations de pêcheurs du lac Kivu pour en faire parler un seul langage et voir si la voix des pêcheurs pouvait être entendue. Et cette structure a été très combattue et continue d'être combattue. Au quatrième stade, nous avons créé maintenant Sopeki Soproki. Sopeki Soproki, nous sommes arrivés à un stade où, dans le secteur de la pêche, il faudrait créer un système de business. Donc, il faut injecter de l'argent dans le secteur. Et là, il faudrait une société qui est des associés qui doivent mettre leurs parts ensemble afin d'aller maintenant faire de grandes activités. Puisque nous sommes partis de la pirogue à rame à une pirogue motorisée. Et au niveau de la pirogue motorisée, un seul moteur de 15 chevaux, ça s'évalue à 3 000 $. La pirogue, ça s'évaluait à 500, aujourd'hui c'est à 800 $. Voilà que c'était un capital qu'un pêcheur simple ne pouvait plus réunir. Et à ce stade, il faudrait créer une société de pêche qui est en mesure de mobiliser ses fonds afin de réussir la mission. Quand nous sommes arrivés maintenant au niveau du site, il faudrait avoir un site, une parcelle. Puisqu'à Bukavu, les 10 mètres de rive, c'est des patrimoines de l'État, mais qui est conféré à des tierces. Et là, pour bien réussir notre mission, nous nous sommes dit nous devons avoir une parcelle à nous, au bord du lac. Vraiment, c'était un combat que je ne peux plus même expliquer devant les micros pour que je ne m'attise pas des ennuis. Mais il y a eu à boire et à manger. Et tout ça puisque l'État congolais ne nous a pas assisté sur le plan formel. Voilà, au moins d'une manière sommaire, ce que je peux dire. Mais au niveau du site maintenant, j'ai créé au moins plus de 12 services. Aussitôt, l'armateur accoste au niveau du beach, son travail se stoppe à ce niveau. Il doit y avoir les premiers travailleurs, ce sont des déchargeurs, les services de manutention. Ils déchargent, ils mettent à sol, leur travail se termine par là. Le deuxième service, c'est les manutentionnels qui quittent la quai pour le marché. Et là, l'armateur ou le commerçant, il va vendre. Le troisième service, quand il y a quelqu'un qui termine à acheter, il y a le chef du marché, la cheftaine, qui doit prélever une petite quantité pour le maintien en état de propriété du marché. Il y a les services de l'État aussi, de la commune qui doit prélever. Il y a celui qui est chargé de l'hygiène ou des toilettes qui doit prélever quelque chose. Et enfin, il y a aussi quelqu'un qui est chargé de transporter du marché, là où on a acheté, vers le lac pour faire donc pour laver. Il y a les services pour faire le lavage. Après le lavage, il y a les services qui doivent transporter du lac jusqu'en ville ou jusqu'à Kadutu, jusqu'au point de vente des premiers des consommateurs.
Voilà un peu d'une manière sommaire comment nous avons pu organiser cette activité. Parlant de l'origine du marché, nous avons appris tantôt que les marchés, non, les coopératives des pêcheurs n'ont pas commencé ici en soi. Certains parlent de Kaliba. Bon, au fait, l'histoire de la pêche au lac Kivu, elle est vaste puisqu'elle date de 1800. Et la pêche a commencé par la pêche à la main, puis à la nasse, et ça a évolué. Mais par rapport aux organisations, la première organisation des pêcheurs a vu le jour à l'époque de l'État, du parti-État, le MPR, qui a créé la Fédération des pêcheurs du lac Kivu. Si vous permettez, là vous allez un peu plus vite. Si vous nous parlez de l'histoire de la pêche au sud Kivu, de 1800 en 2007, c'était le sujet de votre thèse. Oui. Pouvez-vous faire une synthèse de cette histoire de la pêche telle que vous avez fait dans votre thèse? Au fait, dans mon thèse, c'est le travail de fin d'études pour obtenir mon diplôme de graduat à l'ISP Bukavu. J'ai travaillé sur la pêche de 1800 à nos jours. C'était en 2007. Moi, je suis ici d'une île. Je suis né dans une île au milieu du lac. Et nos pères, nos parents nous ont rencontré que pour attraper les poissons, ce n'était pas le filet, c'est seulement la main. Avec la main, moi-même j'ai pratiqué cette pêche. On appelait la pêche de Bazimbizi. Donc c'est un groupe de gens qui s'alignent dans des roseaux ou dans les faits aquatiques. Et là, ils attrapaient les poissons et ils partaient manger. On a évolué, on a commencé à faire la nasse. On amène un truc comme ces seaux. On ouvre, on y met de la nourriture et les poissons entrent dedans et vous prenez. Ensuite, on a commencé à faire les hamissons, la pêche à la ligne. On attache un appât sur la museau, on met dans l'eau, les poissons viennent prendre, on les capture. Ça a évolué, la technologie a évolué. Et là, les premiers pêcheurs d'Ibinja, puisque c'est là au fait la naissance de la pêche. C'est l'île, après Iju, c'est les grandes îles qui se trouvent au lac Kivu. L'île face à face avec Birava, les premiers pêcheurs a tressé une corde de 8 mètres et a tressé son filet à lui-même. Moi qui vous parle, je suis capable de tresser ce filet. C'est le travail que nous faisions. Et là, avec 16 mètres de corde, oui de l'autre côté, oui de l'autre côté, un filet de 2 mètres, il capturait même plus de 50 kilos de Haprochromis ou l'endougou. Et là, le produit qui fait la rage aujourd'hui, c'est l'Hypnotrissa myodo qu'on appelle Sambaza, qui a été introduit au lac Kivu par M. Collard, un Belge. C'était peut-être vers les années 79. Et vers les années 82-84, j'avais 4 ans à cette époque, l'Hypnotrissa a commencé à être capturé par les pêcheurs coutumiers. Et là, avec la pêche industrielle qui était au lac Tanganyika, et l'Hypnotrissa nous venait du lac Tanganyika, et ils ont compris qu'il y a maintenant la semence qui a été amenée au lac Kivu a produit. Et là, les Belges, avec M. Yorgo, ils ont amené d'abord les catamarans. C'était une technique de pêche qui utilisait des pirogues, 6 sticks qu'on appelle rail ou polin, et ça se faisait par attraction lumineuse.
C'est-à-dire, on prenait des lampes torches et là, on capturait facilement les limnotrissamiers d'eau. Bref, nous allons rester avec la pêche artisanale qui est le hamiso, la pêche à l'anas, la pêche où on venait la nuit avec donc les feux attachés. Et là, on voyait les poissons endormis, on les récupérait à main libre. Et plus tard, on va évoluer avec les catamarans. Maintenant, ça devient une pêche artisanale. On va évoluer avec les trimarans. Ça va cesser d'être pour 2 pirogues pour devenir 3 pirogues. Et là, la pêche devient plus florissante. Les pêcheurs et les grands patrons du coin. Puisqu'il est en mesure de capturer même 1500 kg, 2000 kg par une seule pêche de 2 heures ou 3 heures. Il est en mesure d'avoir même 2000 $. Mais la population a évolué et il y a eu un phénomène. Au fur et à mesure que la population a évolué, la pêche n'a plus été l'apanage des seuls insulaires, d'Ibinja, d'Ire, d'Iko, d'Irangira et Kansej. L'île d'Ijo en soi, ils avaient des terres fertiles, la pêche ne les intéressait pas pour autant. Ce n'est que quand il y a eu des mosaïques, déjà vers les années 95, avec l'arrivée, vers les années 94, oui, avec l'arrivée des réfugiés rwandais, avec l'opération turquoise qui a fait déferler tous les Rwandais armés sur le sol congolais et dans l'est de la République démocratique du Congo, quand ils ont décimé les plantations des arbres qui faisaient ce que la pluie était régulière et la production était aussi abondante, c'est à ce moment-là que les choses vont s'empirer. Les choses vont s'empirer avec l'arrivée à l'est de la République démocratique du Congo d'une marée humaine rwandaise qui sont arrivés avec des armes et là, la pêche n'était plus contrôlée. Puisque la FEPELAKI a le monopole, il contrôlait les filets, il savait c'est tel type de filet qui doit entrer au lac, un point trait. Alors quand les réfugiés sont venus, armés, ils ont commencé à pêcher vaille que vaille, à utiliser n'importe quelle technique, méthode et type de filet. Et là, les choses ont carburé. Avec la guerre de l'AFDEL, la poursuite de ces réfugiés, il y a eu coupure de toutes les voies qui alimentaient la vie de Bukavu en produits laquistes. On pouvait quitter Chabunda à l'époque de Mobutu et venir à Bukavu par route. On pouvait quitter Misisi, Walikale et Kansej. Mais avec la guerre de l'AFDEL, avec la fuite de la population, les routes qui reliaient la ville de Bukavu aux 8 territoires, ils ont été coupés. Même Calais, Minova, Bukavu, jusqu'à ce jour, c'est impraticable. C'est inexistant d'ailleurs. Ce qui a fait naissance d'ailleurs d'un génie congolais qui a commencé à fabriquer un bateau, d'abord des pirogues motorisées et qui ont évolué par des bateaux. Aujourd'hui, nous avions évolué à cause de ces problèmes majeurs. Pour la pêche, revenons à la pêche. S'il faut partir de FEPELAKI à COPELAKI, oui. C'est quoi la petite histoire? Au fait, j'ai bien dit qu'avec l'introduction, avec l'arrivée des réfugiés, la FEPELAKI n'arrivait plus à contrôler les pêcheurs. Et il y a eu aussi le fait de la marine. Avec les guerres, la marine congolaise a débordé ses missions. Et avec les ex-phases comme vous les connaissiez, qui dans tous les secteurs étaient abandonnés à leur triste sort, et chaque militaire dans son secteur, c'est là qu'il devait vivre. Et la force marine de l'ex-phase, avec l'arrivée de l'AFDEL,
est resté statu quo. Je vous assure que les marais qui ont été ici en 96, avant l'éclatement de la guerre de l'AFDEL, ils y sont jusqu'à présent. Ils sont déjà vieux, d'autres sont déjà morts. Ils ne sont jamais remplacés. Donc, les phénomènes marais et secteur de pêche, ça c'est devenu un casse-tête. Et ça ne sera pas réglé tant que l'État congolais n'aura pas instauré les systèmes de mouvement des militaires. Puisque pour la petite histoire, là j'aborde déjà la situation sécuritaire sur le lac Kivu. Le marais de l'ex-phase est devenu le marais de l'AFDEL, il est devenu le marais du RCD, il est devenu le marais du régime de la transition 1+4, il est devenu le marais du régime de Joseph Kabila, il est devenu le marais du régime de Félix Antoine, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Allez-y comprendre quelque chose des services de sécurité, des agents de sécurité qui font plus de 30 ans dans une région. Ils sont devenus des chefs coutumiers, ils sont devenus des réglementaires de la pêche, ils vivent de la pêche. Oui, il y a des avancées, mais c'est encore peu. Si on peut partir de l'éclatement des Fepelaki, l'éclatement des Fepelaki, après l'éclatement des Fepelaki, il y a eu l'introduction des filets Maya dans la pêche du Sud Kivu. Effectivement. Quelles sont les retombées? La Fepelaki devient déjà dans l'incapacité de gérer les pêcheurs, puisque les marais s'imposent, et les services de sécurité, la KISTRE aussi s'imposent. Il y a eu des mécontents. Fepelaki débordé. Il y a eu d'abord dans un premier lieu des jeunes chercheurs qui sont venus faire la recherche dans le secteur de la pêche, à l'occurrence l'honorable professeur Mondege Kaningini Kyoto Mwenyemali. Après avoir fait ses recherches, il va créer, il va avoir un projet, il sera financé, je ne sais pas. Il va créer un projet. Pour essayer de sauver la liminotrice du lac Kivu? Non, pas pour essayer de sauver. Il a essayé de chercher une autre méthode, d'introduire un nouveau type de filet dans le lac Kivu. Il a été reçu par Fepelaki, il a fait ses recherches, et quand ça a prospéré, il a créé ce qu'on appelle le COPEFIMA, Comité de pêcheurs au filet Maya. Après avoir fait ses recherches, il va quitter le secteur, mais la commercialisation de ce type de filet, il est libéralisé à des illettrés, à des inconscients qui n'étaient pas qu'à la recherche de l'argent. Donc, ici, de la recherche scientifique, il crée une organisation et après le projet, il laisse le projet peut-être à l'organisation, mais ce type de filet, il n'est pas encadré. Les commerçants vont commencer à faire produire les filets selon que la quantité du stockage de l'Imnotrissa myodo diminuait. De numéro 11, et il avait recommandé qu'on ne peut pas produire en dessous de numéro 9, d'ailleurs 10, que ça a défaut qu'on devrait prendre le numéro 9. À ce jour, on en est au numéro 4 et 3 qu'on appelle le Corona. Ce filet va créer l'insécurité à plusieurs reprises. D'abord, puisque c'est un petit filet de 200 ou 400 mètres qui coûtait 1500 $. Et là, la piraterie a commencé au lac Kivu. Un phénomène qu'on n'avait jamais vécu au lac Kivu. Et voilà, nous allons vivre le premier scénario. On doit attaquer les pêcheurs au lac Kivu
pour avoir ce produit précieux qui est le filet Maya. Alors, ensuite, ces filets, on les manipule du jour au jour et n'a pas une longue vie. Au plus 9 à 12 mois, c'est fini, c'est détruit. Et là, avec le vol des filets Maya, l'insécurité, la pauvreté s'est installée au lac Kivu. Il y a eu un autre problème. Il y a eu un autre problème des pays voisins qui ont commencé d'ailleurs à utiliser ces filets et qui les ont commercialisés jusqu'à ce jour. Mais leur gouvernement a déclaré ces filets prohibés et le gouvernement rwandais a commencé à capturer nos pêcheurs et à saisir les filets sans pour autant les rétrocéder. Encore une fois, insécurité. Après piraterie, insécurité, vol. Les pêcheurs aiment aussi ces vols, ces filets, comme ils veulent. Mais avec ce premier éclatement, avec l'introduction de ce comité de pêcheurs au filet Maya, ce sont les membres de la FEPELAKI qui vont être scindés. Ceux qui sont restés mécontents, c'est là que moi encore étudiant, avec le chef de travaux Lycée Koulimouchi, nous allons penser à une organisation qu'on appelle COPELAKI, Corporation des pêcheurs du lac Kivu. Une troisième organisation qui naît. Mais il y a une autre organisation qui va naître aussi, qu'on appelle ADECO-SK. Une autre organisation va naître, IDPTK. Une autre organisation va naître, qu'on appelle ADEPASC, Association d'encadrement des analphabètes. Il y a une pilule d'organisations. Suite à cette incapacité de la corporation à gérer les pêcheurs, dû au problème des agents administratifs, au problème des marins, et ainsi de suite. Bref, nous avions eu à compter plus de 9 organisations. Et là, les revendications devenaient comme individuelles. Nous avons repensé à créer cette plateforme qu'on appelle PFAPELKI, plateforme des organisations de pêcheurs du lac Kivu, qui a un statut agréé aujourd'hui, mais qui est toujours combattu. Il y a un phénomène qui va se produire. Nous sommes encore dans le secteur de la pêche. Nous n'avons pas encore abordé le point de la commercialisation, comme je l'ai introduit tantôt. Et là, avec cette plateforme, nous nous sommes dit, avec des idées divergentes, puisque nous nous sommes rendus compte que la plupart des organisations au fait des pêcheurs étaient initiées même par des pêcheurs analphabètes qui n'avaient pas de vision, qui ne pensaient qu'à leur vente et qui ne faisaient que commercialiser leurs membres. Voilà ce qui a fait à sec. Les pêcheurs sont devenus pauvres malgré la richesse. Ensuite, un autre problème, c'est l'État congolais. L'État congolais, plus de 5 lacs, un fleuve majestueux, le fleuve Congo, des grandes rivières comme Ulindi, les fleuves, les rivières comme Lukuga. Donc, beaucoup de fleuves, beaucoup de cours d'eau et parfois poissonnés, mais aucun rond, s'il vous plaît, n'arrive sur les terres, ni du gouvernement provincial, ni du gouvernement national. Pendant que nous sommes dans ce secteur, aucun sou n'est jamais arrivé sur terre. L'actuel président de la République a tenté à mener un projet dans ce secteur, mais qui a été récupéré au sommet par les gloutons, disons, puisqu'on l'a confié à l'ITA, qui ne connaissait pas rien dans ce secteur, qui a bouffé l'argent
puisque pour votre information, l'ITA, il a acheté des tonnes de produits avariés. Il nous a amené des cages qui créent de l'insécurité au lac Kivu, qui sont devenues des photos. Donc, c'est comme si on est venu embellir le lac Kivu. N'était la présence de l'IDPTK, une organisation de pêcheurs qui avait déjà commencé. On ne parlait pas de la pêche de tilapia ou de l'élévation des poissons au lac Kivu. Moi-même bénéficiaire d'un cage, d'une plateforme de cages de 6 cages, d'une plateforme de 6 cages, l'ITA a ensemencé un seul cage avec 1500 poissons et le reste des alevins, la nourriture, les produits et les suivis, il a bouffé. Et ils ont menti au chef de l'État qu'ils ont fait un projet. Non, mais qu'en est-il de ceux qui évoluent de l'autre côté du lac Kivu, dans la baie de Honga, par exemple? Non, dans la baie de Honga, ce sont nos membres de l'IDPTK. Avant d'ailleurs l'arrivée de ces projets, l'IDPTK avait déjà commencé à fabriquer ces cages. Là maintenant nous parlons des poissons tilapia. Oui, poissons tilapia, élevés en cage. Et ils n'ont fait que continuer. Et ils ont eu la chance d'avoir une plateforme, une seule plateforme, qui a été ensemencée, donc 6 cages. Et avec les moyens de bord qui étaient dans cette organisation, non, je pense qu'ils en sont à plus de 40. Et donc, si ce projet de chef de l'État avait été exécuté convenablement... Il arrivait dans de bonnes mains. Oui, puisque moi personnellement, j'ai alerté, j'ai écrit à Kinshasa, mais nous avions compris que la carte était jouée au plus haut sommet. Vous vous imaginez, le projet était exécuté ou géré par l'FPI, mais ce n'est pas l'FPI Bukavu qui gère le projet. L'FPI Goma vient gérer les projets exécutés à Bukavu. Comme pour vous dire que monsieur ne me posez pas la question, allez poser la question ailleurs. Donc, ça a échoué. Alors, revenons peut-être par rapport à la pêche artisanale, puisque je disais tantôt que l'État congolais, ayant des cours d'eau, des fleuves, des lacs, mais sans aucune initiative. Il n'y a pas de subvention pour la pêche, c'est ce que vous dites. Parler de subvention, c'est trop dire. Parler de l'encadrement, non, on n'a même pas besoin. On n'a même pas besoin d'appui. Nous aurions dû avoir besoin d'un marché. Non, d'un encadrement qui est des lois pragmatiques. Nous avons une loi de 1936-37 qui gère le secteur du lac Kivu, avant même l'introduction des produits de certaines espèces au lac Kivu, comme le Limnotrissa myodo. Il est arrivé au lac Kivu quand il y avait la loi de 1937, une vieille loi. Et donc, nos députés, les députés que nous élisons, nos ministres, nos dirigeants, pendant plus de 2 décennies, ou 3, donc depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, sur le plan pragmatique au lac Kivu, il n'y a pas de loi consistante. Et des lois qui existent, ils ne sont pas vulgarisées, ils ne sont pas exécutées. Pour votre information, la division de l'IPEL, par exemple, ou de l'agriculture, pêche et élevage, reçoit des tracteurs, des motos, des véhicules 4x4, mais aucune rame n'est jamais arrivée dans le secteur de la pêche. Cette division n'a même pas une pirogue de 2 mètres, n'a même pas une rame de $2. Mais c'est la division qui gère la pêche. Allez-y comprendre quelque chose. Les agents commis dans ces divisions, non, c'est
vers les années 1997 que nous enregistrons la première école au Sud Kivu de pêche. L'école technique de pêche qui a eu le jour à Ibinja en 1997. Nous avions aussi une école de pêche au niveau de lac Edouard à Vichumbi. Voilà les deux écoles. Nous avions déjà plein de finalistes, mais ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas engagés. Rien n'est fait dans le secteur. Pourtant, le secteur vital par excellence. Le secteur où on cultive, on ensemence, on moissonne les mêmes jours. Mais l'État congolais a oublié ce secteur. Les investisseurs ont oublié ce secteur. Pendant des années, nous avions crié, nous ne savons plus à quel sens se vouer. Et nous sommes obligés, par devoir civique, de nous jeter dans l'eau nous-mêmes. Pour conquérir, peu soit-il, peut-être des espaces dans les endroits de prise de décision pour voir si nous pouvons sauver. Puisque, comme vous allez le comprendre, Bukavu, Nitete, Kabare, Idjui et Kalehe, Bukavu serait un désert. Vous n'aurez pas de gens à Bukavu, puisque tous les maniocs qui sont produits à Idjui, à Kalehe, à Kabare, ils nous arrivent par la voie lacustre. C'est par voie lacustre que nous recevons les haricots et les maniocs et tous les produits qui nous viennent des Massissi, qui nous viennent des hauts plateaux de Calais. Puisqu'il n'y a pas de route, ils sont obligés de les amener au lac et les pirogues et les bateaux vont nous les amener ici. Tandis qu'à Chabunda, les riz pourris dans les champs, et les bananes, à Mississi, la population se désintéresse même de l'agriculture puisqu'une fois produits, ils n'ont pas de routes de dessert agricole. Nous avions connu des aventuriers comme Inops qui pendant des années, il est à Chabunda, il est dans l'axe Kigouloube-Chabunda, mais la moto n'est jamais arrivée à Chabunda. Et moi, comme conseil, j'ai demandé au chef de l'État de chasser toutes les organisations internationales dans ce pays, puisqu'ils sont à la base de l'insécurité tant alimentaire que sécuritaire dans ce pays. Nous n'aurons jamais la paix ni la sécurité alimentaire tant qu'il existera des organisations internationales dans ce pays, puisque ce sont des pillards. C'est une autre forme de l'esclavagisme, de l'exploitation. C'est une autre forme de la néocolonialisation, de la néocolonialisme. Donc ils débarquent avec des millions d'argent qu'il faut retourner. Où il y a un agent qui vous touche 30 000 $. Mais les pauvres Congolais qui traversent des difficultés, avec moins d'$1 par jour. Moins d'$1 par jour. Et donc, le pays est obligé de payer cet argent. Moi, je pense que le Congo ne se développera jamais avec ce type. Ces gens doivent partir. Puisque ce que je vais vous faire visiter aujourd'hui ici, moi, comme initiateur, je l'ai réalisé à FOPERS, fonds propres, l'intelligence et le savoir-faire. J'ai conscientisé mes membres, ils ont compris que nous devrions faire quelque chose. Personne, même dans cette province, ne mettra son doigt à l'air pour dire qu'il a un jour participé à l'émergence de ces sites ici. Et donc, en 5 ans, puisqu'ils ont la mission de légiférer, qu'est-ce qu'ils ont produit comme loi? Sinon là, wengine ni bifu wanatoki kaka suku promisi pofu kwetu azilete kitu tungane ba kwetu ili tuichenge kifu